1955, dans un monde divisé par la couleur de la peau, les États-Unis étaient encore fermement sous l'emprise de la ségrégation raciale. Les lois Jim Crow dictaient où une personne noire pouvait marcher, manger, s'asseoir ou même regarder. Les relations interraciales n'étaient pas seulement mal vues, elles étaient dangereuses. Un homme noir surpris au mauvais endroit avec une femme blanche pouvait être battu, emprisonné ou pire. Le Sud était particulièrement brutal dans l'application de ces règles non écrites, mais le Nord, bien que moins violent, n'était toujours pas un refuge. Oliver Bryant a appris ces leçons dès son plus jeune âge. Né dans la pauvreté dans une petite ville du Sud, il a passé sa vie à regarder des hommes comme son père lutter sous le poids d'un système conçu pour les maintenir dans la soumission. Son père était ouvrier d'usine, sa mère une femme fatiguée qui passait plus de temps à frotter les sols qu'à se reposer. Oliver a appris dès l'enfance à réparer des machines aux côtés de ses oncles, apprenant comment les moteurs respiraient et gémissaient sous le poids du travail. À 18 ans, il est devenu mécanicien dans un petit atelier de réparation automobile, l'un des rares emplois où un homme noir pouvait gagner honnêtement sa vie sans servir un patron blanc en face. Oliver était grand et mince, sa peau était foncée, comme de l'acajou poli, et il portait une confiance tranquille, qui pouvait être déconcertante pour ceux habitués à la soumission. Il avait vu ce qui arrivait aux hommes noirs qui regardaient trop longtemps la peau blanche. C'était avant l'apparition de Sarah Whitmore. Sarah n'avait jamais connu la pauvreté. Née dans une famille blanche éminente, elle a passé son enfance en robe de soie et en chaussures coûteuses. Ses journées étaient structurées par des leçons d'étiquette et des événements sociaux conçus pour la modeler en la parfaite épouse du Sud. Son père, Charles Whitmore, était un homme influent, un homme d'affaires dont la richesse venait non seulement des investissements, mais aussi du pouvoir qu'il détenait sur les autres. Il croyait aux lignées, à la pureté, à la suprématie de ceux qui partageaient sa couleur de peau. Mais Sarah ne s'est jamais sentie chez elle dans le monde de son père. Elle a grandi en étouffant sous le poids d'attentes qu'elle ne voulait pas satisfaire. Elle était censée être calme, obéissante, réservée, mais au lieu de cela, elle était curieuse, agitée, toujours à la recherche de quelque chose au-delà de la vie parfaite qui lui était tracée. La nuit où elle a rencontré Oliver, elle avait 18 ans. La chaleur estivale collait à sa peau alors qu'elle enfilait une robe qu'on lui avait dit trop audacieuse, trop révélatrice. L'air sentait le whisky et la fumée de cigarettes alors qu'elle entrait dans un sous-sol faiblement éclairé où jouait la musique de la rébellion. Du jazz, des notes douces et électriques s'enroulant comme des murmures de défi. La fête était l'un des rares endroits où les lignes de couleur s'estompaient. De jeunes gens, noirs, blancs et toutes les nuances intermédiaires, se rassemblaient secrètement, partageant des verres, des rires et des regards qu'ils n'auraient jamais échangés à la lumière du jour. C'est là qu'Oliver la vit pour la première fois. Elle ne ressemblait en rien aux femmes blanches dont il avait été mis en garde. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux lorsqu'elle rencontra son regard, aucune hésitation dans la façon dont elle se dirigea vers lui. Ses cheveux blonds cascadaient sur ses épaules, et ses yeux bleus brillaient d'une chose dangereuse. Curiosité, excitation, défi. Elle demanda son nom. Il hésita. Elle sourit, et soudain Oliver se retrouva à parler, sa voix basse et prudente, comme s'ils testaient l'air entre eux. Ils parlèrent pendant des heures, leurs mots coulant facilement dans l'espace entre eux. Elle était fascinée par le monde d'où il venait. Sa façon de parler, sa façon de penser. Il était méfiant, mais il était intrigué par son audace, la façon dont elle semblait intouchée par la peur qui régissait sa propre vie. C'était enivrant. C'était insensé. C'était inévitable. Lorsque la nuit se termina, elle lui dit qu'elle voulait le revoir. Il savait qu'il devait s'en aller, mais il ne le fit pas. La première fois que son père les vit ensemble, ce fut par accident. Oliver travaillait tard au garage quand Sarah apparut au bord de la porte, sa peau pâle illuminée par le lampadaire. Son cœur se serra alors qu'il regardait autour de lui. Son pouls battait à tout rompre dans ses oreilles. Elle ne devrait pas être là. C'était dangereux. Mais avant qu'il ne puisse l'éloigner, une voiture noire s'arrêta. Charles Whitmore en sortit. Le monde sembla s'arrêter. Oliver vit le moment où la reconnaissance apparut dans les yeux de l'homme, comment son visage se tordit de rage, comment son corps se tendit d'une colère que seuls les hommes blancs avaient le privilège d'exprimer.
Sarah essaya de parler, mais son père la fit taire, d'un regard si froid qu'il aurait pu geler l'air estival. Puis, sans un mot, il la saisit par le bras et l'emmena. Oliver ne bougea pas. Il savait qu'il valait mieux ne pas le suivre. Le lendemain matin, il trouva une note. « Reste loin de ma fille ». Ce n'était pas un avertissement, c'était une menace. Et pour la première fois de sa vie, Oliver réalisa qu'il n'avait pas peur des hommes blancs comme Charles Whitmore. Il avait peur de ce qu'il était prêt à risquer pour Sarah. Les quelques semaines suivantes furent un enfer. Sarah fut interdite de quitter la maison. Chacun de ses mouvements était suivi, chaque appel téléphonique intercepté, comme si reconnaître son existence allait en quelque sorte éclipser la sienne. Sa mère ne dit rien, la regardant seulement avec des yeux illisibles. Sarah essaya de se battre. Elle se disputa, elle cria, elle supplia. Mais la volonté de son père faisait loi, et il n'y avait aucun tribunal qui prendrait le parti d'une fille qui osait défier l'homme qui possédait son monde. Pourtant, elle trouva un moyen. Une lettre glissée dans la poche d'un messager. Un murmure à un commerçant qui opérait en dehors des lignes de couleur. Un rendez-vous tardif quand le monde dormait. Elle retrouva Oliver, et cette fois, elle lui dit ce qu'il savait déjà. Son père ne les laisserait jamais être ensemble. Mais elle avait fait son choix, et elle l'avait choisi. C'était une décision imprudente, une décision dangereuse. Une femme blanche s'enfuyant avec un homme noir n'était pas seulement scandaleuse, c'était un crime. Il n'y aurait ni pitié, ni compréhension, ni pardon. Mais l'amour ne se souciait jamais des lois. Et ainsi, au milieu de la nuit, avec rien d'autre que les vêtements sur leur dos et le feu dans leur cœur, ils s'enfuirent. Ils fuirent les chaînes du pouvoir de son père, le poids d'un monde qui ne les accepterait jamais. Ils coururent vers un avenir qui n'offrait aucune garantie, aucune promesse, aucune sécurité, seulement l'espoir qu'ensemble, ils pourraient se forger leur propre vie. Ils ne savaient pas encore que le vrai danger ne faisait que commencer. L'air nocturne était lourd de leurs décisions. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait la petite valise qu'elle avait secrètement préparée, remplie seulement du strict nécessaire, une robe, quelques pièces, une photographie de sa mère dont elle ne savait pas pourquoi elle l'avait prise. C'était absurde de voir à quel point elle pouvait emporter peu de sa vie. Tout ce qu'elle connaissait, sa maison, son nom, son statut, elle le laissait derrière elle. Oliver se tenait à l'orée de la ville, attendant sous l'ombre d'une gare déserte. Il n'avait pas de valise, pas de photographie. Toute sa vie avait toujours été assez légère pour être portée. Quand elle le vit, elle voulut courir vers lui, se jeter dans ses bras et laisser la peur s'évanouir. Mais elle resta ferme. Il n'y avait pas de temps pour la tendresse, pas de temps pour l'hésitation. Il n'avait qu'une seule chance de disparaître. Le train qui devait les emmener vers le nord était attendu dans l'heure. C'était un train de marchandises, à destination de Factory Town, où les couples mixtes étaient rares, mais non illégaux. C'était leur meilleure chance. Sarah regarda une dernière fois en arrière, s'attendant à moitié à voir les hommes de son père prendre d'assaut la vie qu'elle venait de quitter. Mais les rues étaient vides. Pourtant, la peur demeurait. Oliver lui prit la main, rude, calleuse, mais chaude et forte. Ils montèrent dans le train, se cachant parmi les caisses et les sacs de céréales. Personne ne les vit partir. Personne ne savait où ils allaient. Pour la première fois de sa vie, Sarah était libre. Le voyage fut long et exténuant. Ils roulèrent dans l'obscurité, leur corps endoloris d'être assis dans l'espace exigu entre les caisses de marchandises. Le bruit des roues du train martelait les os de Sarah. Chaque cliquetis était un rappel qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Oliver parlait à peine. Il écoutait toujours en alerte. Chaque fois que le train s'arrêtait, il se tendait, s'attendant au bruit de pas approchant, s'attendant à ce que les portes s'ouvrent et révèlent des hommes armés, prêts à les séparer. Mais personne ne vint. La deuxième nuit, ils atteignirent l'Illinois. Factory Town était loin des rues élégantes de l'enfance de Sarah. L'air était épais de fumée, les rues bordées de bâtiments tachés de suie. Les gens étaient épuisés par de longues heures de travail, mais ici, ils n'étaient qu'un couple parmi d'autres. Personne ne regardait deux fois une femme blanche aux côtés d'un homme noir. Ce n'était pas de l'acceptation, c'était de l'indifférence,
et l'indifférence était suffisante. Ils trouvèrent un endroit où loger dans une pension exiguë, où les murs étaient minces et l'intimité inexistante. Leur chambre était à peine assez grande pour le lit étroit qu'ils partageaient, mais elle était à eux. Oliver trouva du travail à la scierie locale, travaillant 12 heures par jour. Sarah trouva du travail comme couturière, ses doigts calleux à force de longues heures de couture. C'était dur, exténuant, elle le savait, mais elle ne se plaignait jamais, car pour la première fois, elle avait choisi cette vie. Le mariage eut lieu dans une petite église à la périphérie de la ville. Il n'y avait pas d'invités, pas de fleurs, pas de musique, juste eux deux et un pasteur qui les regarda avec une prononciation marmonnée des vœux. Il n'y eut pas de bague, pas de célébration, juste un échange silencieux de promesses, faites non pour le monde, mais l'un pour l'autre. Lorsque la cérémonie fut terminée, Sarah se tint devant l'église, regardant le ciel, sentant le poids du moment s'installer dans sa poitrine. Elle n'était plus Sarah Whitmore, fille de privilège. Elle était Sarah Bryant, épouse d'un homme noir dans un monde qui ne les accepterait jamais pleinement. Et pourtant, elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait jamais été. La première année de mariage fut un test. Factory Town n'était plus sûr que le Sud, mais cela ne signifiait pas qu'elle était gentille. Les collègues d'Oliver ne savaient pas quoi penser d'un homme qui avait épousé une femme blanche. Les femmes de la ville regardaient Sarah avec des yeux méfiants, incertaines si elle était perdue, confuse ou simplement folle. Ils étaient tolérés, mais jamais accueillis. L'argent était toujours rare. Certaines nuits, ils se couchaient affamés. Sarah apprit à rapiécer les vêtements jusqu'à ce qu'ils soient plus des points que du tissu. Oliver travaillait des heures supplémentaires jusqu'à ce que son corps lui fasse mal. Mais ils endurèrent, car l'amour les avait portés jusque-là. Pourtant, l'amour n'effaçait pas la peur. Le père de Sarah ne l'avait pas oublié. Des lettres arrivaient à la pension, chacune plus froide que la précédente. La première était une exigence. Rentre à la maison maintenant. La deuxième était un avertissement. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. La troisième était une menace. Tu le regretteras. Sarah les brûla toutes, mais la peur demeura. Son père n'était pas un homme qui acceptait la défaite. Un jour, il la retrouverait, et elle ne savait pas ce qu'il ferait quand ce serait le cas. Cette peur s'infiltrait dans ses rêves. Elle lui murmurait au fond de l'esprit quand elle marchait au marché, quand elle voyait des hommes en costume la regarder trop longtemps, quand elle entendait des pas derrière elle la nuit. Et donc, sans le dire à Oliver, elle commença à économiser de l'argent. Au début, ce n'était que quelques pièces, cachées sous le matelas, puis quelques billets glissés dans l'ourlet de sa robe. Elle se disait que ce n'était rien, juste une précaution, une habitude née de la peur, pas du doute. Mais au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Elle avait choisi Oliver, mais une partie d'elle craignait toujours qu'un jour, elle doive le laisser derrière elle. Des années passèrent, et la vie à Factory Town s'installa dans un rythme. Ce ne fut jamais facile, jamais vraiment confortable, mais c'était leur vie. Oliver travaillait jusqu'à l'épuisement, rentrant le soir avec des muscles endoloris et des mains tachées de suie. Sarah cousait des vêtements jusqu'à ce que ses doigts saignent. Ses mains autrefois douces étaient maintenant calleuses. Ils construisirent une vie ensemble, un monde fragile pièce par pièce. Et puis vint le premier enfant. Sarah n'avait jamais eu aussi peur. Elle s'était attendue à la joie, avait imaginé le moment où elle placerait le nouveau-né dans les bras d'Oliver et sentirait la chaleur de leur famille grandissante. Mais au lieu de cela, elle ressentit quelque chose d'entièrement différent, la culpabilité. Parce qu'en regardant son fils, elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'enfant qu'elle avait laissé derrière elle. Elle avait 17 ans, une autre fille dans une autre vie. Sa famille avait gardé la grossesse secrète, la cachant derrière des portes closes, disant à leurs amis et parents qu'elle était malade, qu'elle avait besoin de repos. On ne lui avait jamais donné le choix. Quand le bébé est né, un garçon, tout comme celui-ci, elle avait à peine été autorisée à y le tenir. Son père avait tout arrangé, une adoption discrète, un paiement soigneux pour s'assurer qu'aucun dossier, aucune connexion au nom de Whitmore ne subsistait. Sarah pleura pendant des semaines, mais avec le temps, elle apprit à enfouir la douleur. Elle se disait que c'était pour le mieux, que l'enfant aurait une meilleure vie sans elle, sans le fardeau du scandale. Et puis elle rencontra Oliver, et enfouit ce passé sous une nouvelle vie, un nouvel amour. Mais maintenant, tenant son nouveau-né, le passé revenait en force.
Elle avait un autre enfant quelque part, un fils qui avait été perdu avant d'avoir eu la chance de la connaître. Elle n'a jamais rien dit à Oliver, elle ne pouvait pas. Le poids de ce secret s'installa dans ses os, une culpabilité silencieuse et lancinante qui ne la quitta jamais tout à fait. Leur fils, Isaac, grandit rapidement. Sa peau était un riche mélange des couleurs de ses parents. Ses yeux étaient vifs comme ceux de son père, son sourire doux comme celui de sa mère. Il était la première chose qu'ils avaient vraiment créée ensemble, un témoignage vivant et respirant de leur amour. Et pourtant, Sarah ne pouvait se défaire du sentiment qu'il manquait quelque chose. Elle aspirait à l'enfant qu'elle avait donné. Elle se demandait s'il ressemblait à Isaac, s'il avait son nez, s'il avait le regard calme d'Oliver. Elle se demandait s'il pensait jamais à la mère qu'il n'avait jamais connue. Elle n'en parlait jamais. Au lieu de cela, elle l'enfouissait plus profondément et se consacrait à Isaac, à Oliver, à leur vie. Mais le passé avait une façon de revenir, même quand on essayait de le fuir. Des années passèrent, et un autre enfant arriva, Margaret. Elle était sauvage dès le début, bruyante et intrépide. Son rire remplissait les petites pièces de leur pension. Elle n'avait ni la douceur de sa mère, ni le calme de son père. Elle était une force à part entière, un ouragan dans le corps d'une petite fille. Mais avec chaque année qui passait, le secret devenait plus lourd. Elle imaginait le garçon, maintenant un jeune homme, vivant dans une ville inconnue. Peut-être dans une maison comme la leur, peut-être posant la question « Qui est-il » Elle priait qu'il ait eu une bonne vie. Elle priait qu'il ne se sente jamais abandonné, et elle priait qu'Oliver ne le sache jamais. Mais les secrets avaient une façon d'empoisonner tout. Oliver le remarqua. Au début, il pensa que c'était de la fatigue. La parentalité était difficile, et leur vie n'était pas facile. Mais ensuite il le vit. La façon dont elle regardait au loin, perdue dans ses pensées. La façon dont elle hésitait avant de répondre aux questions sur son passé, la façon dont elle tressaillait quand l'adoption était mentionnée, même en passant. Oliver n'était pas un homme qui fouillait, il respectait le silence, comprenait que certaines blessures étaient trop profondes pour être touchées. Mais c'était différent. C'était sa femme, et elle lui échappait. Une nuit, bien après que les enfants eurent dormi, il la trouva assise à la petite table en bois de leur cuisine, fixant un morceau de tissu déchiré sur ses genoux. Elle ne le remarqua pas au début, et pour la première fois dans leur mariage, Oliver sentit une distance entre eux qui le terrifia. Il y avait des choses qu'elle ne lui disait pas, des choses qu'elle ne lui dirait jamais, et pour la première fois, il se demanda, connaissait-il vraiment sa femme ? Sarah avait toujours su que le mariage n'était pas le conte de fées que les livres et les films dépeignaient. Elle savait même enfant que l'amour et la survie étaient souvent deux choses différentes. Mais elle ne s'était jamais attendue à vivre un mariage construit sur les deux. Oliver était un bon mari. Il était stable, patient, fiable. Il travaillait dur pour subvenir à ses besoins et à ceux des enfants, ne se plaignant jamais de la fatigue due aux 12 heures de travail à l'aciérie. Et il l'aimait, elle n'en doutait pas. Mais elle portait un secret qui pesait plus lourd que n'importe quel amour ne pouvait l'alléger. Parce que lorsqu'elle l'avait épousé, elle ne l'avait pas fait par amour. Elle l'avait fait par peur. Elle avait grandi en sachant que son père choisirait son mari. C'était la coutume des familles comme la sienne, de vieilles familles du Sud, avec des lignées riches remontant à la richesse coloniale. Les femmes ne choisissaient pas, elles étaient choisies. Son père avait passé des années à la préparer au mariage, la présentant aux fils de banquiers, d'avocats, d'hommes d'affaires. Il les alignait comme des chevaux de course, vérifiant leur pédigré, leur richesse, le bon genre d'arrogance. Et elle jouait son rôle, elle souriait, elle hochait la tête, elle les laissait prendre sa main, la mener à travers les salles de bal. Elle faisait ce qu'on attendait d'elle. Jusqu'à ce qu'Oliver apparaisse. Jusqu'à ce qu'elle voie quelque chose de différent. Un homme qui n'appartenait pas à son monde. Un homme qui la fit remettre en question tout ce qu'on lui avait appris. Elle courut vers lui non pas parce qu'elle l'aimait, mais parce qu'elle était terrifiée par ce que sa vie pourrait devenir si elle ne le faisait pas. La réalisation la rendait malade, car maintenant, après toutes ces années, elle l'aimait vraiment. Elle aimait la façon dont il l'embrassait sur le front avant de partir travailler chaque matin. Elle aimait la façon dont il tenait Isaac et Margaret, les berçant doucement,
chantant des berceuses basses et profondes, comme le grondement de la terre elle-même. Elle aimait qu'il n'élève jamais la voix, même quand il était en colère. Elle aimait la façon dont il la faisait se sentir en sécurité. Et pourtant, elle ne lui dit jamais la vérité, que lorsqu'elle l'avait épousé, ce n'était pas un choix du cœur, mais un choix de survie. Elle se disait que cela n'avait pas d'importance, que l'amour était venu avec le temps, que peu importait comment leur histoire avait commencé, tant qu'elle les avait conduits ici. Mais ensuite vinrent les chuchottis, non pas d'Oliver, mais du monde qui les entourait. Des femmes au marché qui la regardaient toujours comme si elle avait perdu la tête, des hommes qui souriaient en coin quand ils s'éloignaient, des enfants qui posaient des questions auxquelles elle ne savait pas répondre. « Maman, pourquoi certaines personnes regardent-elles papa comme s'il n'avait pas sa place ici ? Maman, pourquoi les autres enfants disent-ils que je suis différente ? Maman, pourquoi grand-père ne vient-il jamais nous voir ? » Et elle n'avait pas de réponse, parce que la vérité était laide. C'est tout. La vérité était qu'elle avait passé tant d'années à essayer d'oublier d'où elle venait, qu'elle n'avait jamais considéré ce que cela signifiait pour elle d'être entre deux mondes. Et le pire de tout, elle ne l'a jamais dit à Oliver. Elle ne lui a jamais dit que pendant ses premiers mois, quand les choses étaient les plus difficiles, quand elle était épuisée et effrayée, elle pensait à partir. Elle regardait l'argent qu'elle avait caché, le comptant encore et encore dans les heures calmes de la nuit, se demandant « est-ce suffisant pour prendre les enfants et disparaître ?» Elle n'avait jamais prévu de le faire, mais le simple fait d'y penser la hantait. Oliver n'était pas stupide. Il voyait la façon dont elle évitait certaines questions. Il voyait la façon dont elle hésitait quand il l'interrogeait sur son passé, comment elle restait silencieuse sur ce qui les rendait différents. Et il s'interrogeait non seulement sur ses secrets, mais aussi sur son amour. L'aimait-elle parce qu'il était son choix ou parce qu'il était sa seule échappatoire ? C'était une question qu'il avait peur de poser, car il n'était pas sûr de vouloir connaître la réponse. Sarah se convainquit que le passé était derrière eux. Elle avait construit une nouvelle vie, une famille, un foyer qui, bien que modeste, était sûr. Le monde extérieur à leurs murs les regardait toujours avec suspicion, mais à l'intérieur, ils avaient trouvé quelque chose d'approchant la paix. Mais la paix était fragile, et le passé avait une façon de revenir quand on s'y attendait le moins. La première lettre arriva un jour ordinaire. Elle fut glissée sous la porte pendant qu'elle faisait des courses. Une fine et large enveloppe gisait sur le parquet en bois, comme un fantôme d'une autre vie. Elle la fixa longuement avant de la ramasser. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, juste son nom. L'écriture était indubitable, celle de son père. Son estomac se serra alors qu'elle la déchirait. Les mots à l'intérieur étaient courts, froids. « Tu ne comprends pas ce que tu as fait. » Elle se sentit mal. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas eu de ses nouvelles. Après qu'elle se soit enfuie, il avait envoyé des lettres lui demandant de rentrer, puis des lettres la menaçant, puis plus rien. Elle pensait que cela signifiait qu'il avait abandonné. Elle s'était trompée. Pendant des semaines, elle attendit une autre lettre, mais elle ne vint pas. Elle essaya de l'ignorer, mais son poids s'installa dans sa poitrine comme une pierre. Que voulait-il dire ? Était-ce juste une autre tentative de la contrôler ou quelque chose de pire ? Elle se dit de ne pas s'inquiéter. Mais ensuite elle vit l'homme. C'était en début de soirée. Elle avait emmené les enfants au marché, les laissant se courir après entre les étals pendant qu'elle achetait des pommes de terre et du lait frais. Et c'est là qu'elle le vit. Un homme blanc en costume, debout au coin de la rue.